Bonjour à toutes et à tous. Bon, au vu du contexte actuel depuis une semaine, je me disais qu'il serait intéressant de revenir sur les quelques périodes où la France s'est retrouvée massivement en grève ou en grosses manifestations sociales ou dans des luttes de conditions ouvrières. Car ces périodes historiques furent souvent suivies par des réalisateurs ou des réalisatrices qui s'en servaient parfois comme toile de fond, mais aussi comme sujet principal. Et comme ce mois de mars s'annonce déjà comme historique au vu des nombreuses manifestations violentes et des grèves reconductibles que les syndicats appellent à continuer, soutien à eux par ailleurs, revenons un peu sur 4 gros moments de l'histoire récente de France et de quelques films qui ont voulu mettre en avant le mouvement de grève. Alors je tiens à préciser que cette vidéo sera plus une petite synthèse de tout ça pour vous conseiller aussi quelques films, donc si jamais vous avez aussi des propositions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Déjà à l'époque du réalisme politique, entre les années 30 et les années 50, des réalisateurs comme Julien Duvivier, Marcel Carné ou encore Jean Renoir mettaient en scène la condition ouvrière au cœur de leurs films. La Belle Équipe en 1936 était campée par Jean Gabin, un ouvrier parisien au chômage qui gagne le gros lot, ce qui amène par la suite une querelle entre ses collègues ouvriers. Du lundi jusqu'au samedi, pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, percepteur de la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Un thème sur la loterie qui a aussi été mis en scène par Jacques Becker en 1947 avec Antoine et Antoinette, où un prolétaire découvre que sa femme a gagné au jeu. La Bête humaine aussi en 1938, qui racontait l'histoire des conditions d'un mécanicien de locomotive, qui fut aussi vite reconnu comme un film important du réalisme poétique. En 1939, Marcel Carné réalise Le jour se lève, où Jean Gabin campe un ouvrier sableur responsable d'un crime qui est encerclé par la police. Le film est constitué comme un flashback entier sur comment il en est arrivé là, et pas mal d'autres films et réalisateurs dont je parle dans cette vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse, ont parlé un peu de toute cette condition. Il y a donc à cette époque déjà, à travers ce mouvement cinématographique qui repose sur des textes poétiques brillants et pointus, mais aussi sur un réalisme ouvrier appuyé par les histoires, une conscience des conditions de travail, d'injustice sociale et de l'impact artistique qu'elles peuvent soulever. Mais quand le cinéma commence un peu à se sophistiquer au début des années 50, le cinéma dit prolétaire, qui coûte peu cher, finit par disparaître. Les moyens techniques sont de plus en plus gros et la concurrence avec l'arrivée massive du cinéma américain dans les salles, suite au plan Marshall, est rude. Mais à la fin des années 50, début des années 60, un autre mouvement, la nouvelle vague, voit apparaître des réalisateurs souhaitant montrer qu'il est possible de faire des films sans beaucoup d'argent et sans starlettes. François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, Agnès Varda, Claude Chabrol, ces cinéastes, issus principalement de la critique des cahiers du cinéma, donnent alors un bol d'air au cinéma français et ancrent leurs œuvres dans un contexte de nouveau un peu plus social et terre à terre, avec des productions peu coûteuses et des moyens minimes. Il faisait froid, puis je suis rentré, j'étais boire un coup dans un café, puis j'ai joué au billard électrique, j'ai dépensé ce que j'avais sur moi. Puis une fois mes sous dépensés, je pouvais pas rester là, je savais pas quoi faire, il fallait bien que j'aille quelque part, mais pas retourner à la maison, c'était plus possible maintenant, puis de toute façon, j'avais toujours la même idée, j'en avais assez de cette vie. En parallèle de tout ça sort en 1963 le documentaire fictionnel Hitler connaît pas, réalisé par un jeune Bertrand Blier, réalisateur français prolifique dont j'espère vous en faire une vidéo un jour. Ce documentaire qui joue habilement avec le montage et les effets de cinéma, lui donnant un ton de fiction, se déroule dans un grand studio où des jeunes de 15 à 22 ans venant de toute origine sociale sont questionnés sur leur rapport au travail, à l'amour, à l'argent. Et de ce documentaire ressort une génération inquiète, pleine de doutes quant à leur avenir, déconstruite et ne sachant plus où donner de la tête. Un symbole fort qui représente en fait tout un mouvement social qui émerge, et c'est cette génération qui sera en partie celle qui fera naître les fameuses manifestations et renversements sociaux et l'insurrection de mai 68. Cette période de manifestation est soutenue par quelques cinéastes et durant les années 70, le cinéma français devient très militant à travers ses œuvres. Que ce soit sociétal, comme les films de Bertrand Blier qui s'amusent aussi à provoquer les mouvements féministes de l'époque, ou bien plus social. L'objectif est de mettre en avant un militantisme prononcé contre les violences de l'État et pour la colère des ouvriers, des jeunes et des grévistes. En 1972 par exemple, c'est Jean-Luc Godard qui réalise un film qui s'appelle Tout va bien. Il le réalise avec Jean-Pierre Gorin et c'est avec Yves Montand et Jane Fonda. Le Godard post-68 est radicalement différent de l'époque de la Nouvelle Vague et il tente des choses nouvelles dans la manière de raconter et de monter. Tout va bien est un film très spécial à ce niveau-là car il ne dispose d'aucune narration particulière, il enchaîne les discours parfois face caméra, souvent clichés pour ridiculiser le personnage comme c'est le cas du patron qui répète ce que tous les libéraux ont tendance à dire. Oui, j'assure la direction de cette usine depuis le 15 septembre 1967.
non, c'est vraiment la première fois que ce genre d'accident se produit. Hein. Ah, jusqu'aujourd'hui, nous n'avions pas été contaminés par mai 68. Parfois presque autobiographique, comme ce magnifique solo de Yves Montand sur le rôle de cinéaste. Et à travers ces formes assez spéciales, Godard filme la colère des grévistes et des ouvriers, parfois par la comédie, parfois par la tragédie de leur situation. Mais il y a aussi cette réflexion qui se fait lui-même avec le personnage de Yves Montand, qui semble le représenter du coup, sur cette capacité à dénoncer et à montrer ce qu'il se passe par l'image. La grève, les conditions de travail laborieuses et insoutenables, en l'occurrence ici dans le film dans une boucherie au risque sanitaire douteux, la répression policière, les syndicats qui condamnent les violences, les doutes chez les manifestants, comment filmer et montrer ça avec une caméra, avec en parallèle l'histoire d'un couple qui ne s'entend plus. Ce qui ne l'empêche pas de dresser aussi un constat amer sur la surconsommation avec un travelling de fin assez impressionnant sur des caisses de supermarchés, et aussi un constat critique sur la politique de gauche à se ramollir. Et en le regardant aujourd'hui, on voit qu'il n'a pas tant vieilli que ça, et que les mêmes discours et les mêmes constats sont toujours d'actualité, voire pire. La même année, il y a Coup pour coup, réalisé par Marin Karmitz, qui assume clairement ses positions en mettant en scène des ouvrières tellement en colère que les syndicats finissent débordés et le patron finit par capituler. Un autre drame social, cette fois bien plus conforme dans sa construction, mais qui reste une tentative d'intimidation envers les patrons. Ou encore le film Beau Masque, réalisé par Bertrand Paul, collègue et ami de Costa Gavras, qui met en avant la lutte ouvrière et surtout la répression violente des policiers face aux manifestants. Et en 1982, il y a aussi Jacques Demy qui réalise Une chambre dans la ville et qui raconte son histoire d'amour musicale dans un contexte de grève accentué par la colère des ouvriers et les répressions policières. Le réalisateur a souvent usé de cet amour puissant entre la bourgeoise et l'ouvrier. Il faisait d'ailleurs pareil dans Les Parapluies de Cherbourg, mais qui ne s'inscrit pas dans un contexte particulier de lutte sociale. Et dans ce film, même si la grève est en toile de fond, elle est un outil de mise en scène marquant, car le réalisateur joue sur les couleurs vives, les lumières et la valeur des plans pour créer le décalage entre la classe bourgeoise et celle ouvrière. La classe bourgeoise reste confinée dans cet appartement aux couleurs rouges, avec une décoration datée, où la caméra semble tourner en rond comme la propriétaire, et la classe ouvrière offre des plans plus larges, parfois depuis une grue qui monte ou qui descend, et surtout des couleurs bien plus fades, dans des décors beaucoup plus réalistes, ceux d'un bar, d'un café, d'un blocage, mais aussi d'un désespoir dans la lutte. Le plus beau contraste est pour moi dès le début où le film commence en noir et blanc, dans un contexte de lutte entre ouvriers et policiers qui revient à la fin du film. Bonsoir, ces femmes et ces moutards nous cassent les oreilles. Police, milice, fricaille, racaille, dispersez-vous, retirez-vous, rentrez chez vous. Police, milice, fricaille, racaille, Ne vous approchez pas et ne protestez pas. éloignez-vous, dispersez-vous, rentrez chez vous, ne vous insultez pas. Police, milice, fricaille, racaille. Mais à partir de là, au milieu des années 80, le contexte social de l'époque s'amenuise sans jamais vraiment disparaître. Mais la distribution pâtée, qui prend de plus en plus d'ampleur et de place dans l'industrie cinématographique, les finance de moins en moins pour accepter des plus gros produits américains et des films plus populaires qui ramènent du monde. Donc socialement, les films qui en parlent sont donc un peu pauvres ou n'en parlent pas vraiment malgré le contexte pour donner un aspect plus spectaculaire, à l'image du très connu Germinal de Claude Berry sorti en 93, qui, selon certains critiques, offre plus un aspect visite de la mine dans un musée qu'une réelle conscience sociale. D'autres films se moquent par la suite gentiment des grévistes comme dans Golden Boy en 96, ou finissent par une leçon parfois un peu moralisatrice et paternaliste comme ça peut être dans le gros succès Le Bonheur est dans le pré, réalisé par Étienne Chatiliez en 1993. La culture gréviste semble donc disparaître un peu des écrans, mais voilà qu'en 1995, une nouvelle grève massive, mémorable et historique démarre. Le 15 novembre 1995, le gouvernement de Juppé annonce un plan drastique pour réformer la sécurité sociale, qui comprend un alignement des régimes de retraite du public sur le privé. Et c'est cet alignement qui déclenche la colère de bon nombre d'ouvriers, à commencer par les cheminots qui bloquent tout le réseau ferroviaire du pays. Et ils sont rapidement soutenus par beaucoup de Français et rejoints par les postiers, les enseignants ou encore les agents de transport. La France est donc pendant 3 semaines complètement bloquée. Et cette mobilisation oblige Jacques Chirac et son gouvernement à faire machine arrière, stopper la réforme et renégocier. Prends-en de la graine, Macron. Et du coup, ce rassemblement historique va suivre son chemin dans pas mal de films et remettre sur la table les conditions sociales des plus précaires. Entre 1995 et 2000, c'est une cinquantaine de films qui traitent de la grève et des ouvriers. Parfois en toile de fond, comme dans le cinéma de Robert Guédiguian avec Marius et Jeannette en 1997, mais parfois au cœur de leur sujet, comme le documentaire Reprise, réalisé par Hervé Leroux, un film de 3 heures qui revient sur la reprise du travail aux usines Wonder en 1968, après une grève intensive des femmes ouvrières. Non, moi je rentrerai pas, non, je rentrerai pas là-dedans. Ça, je mettrai plus les pieds dans ce ton là.
Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir, vous. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, là. Faillotte avec le patron, c'est tout ce qu'elle cherche faire, de toute façon, alors. Un extrait vidéo d'une femme pilière du mouvement de grève et qui hurle sur le patronat a lancé le réalisateur à essayer de la retrouver 30 ans plus tard pour parler des conditions de l'usine aujourd'hui et de son combat. Documentaire que j'ai par ailleurs découvert grâce au Fils de Bulle. Mais cette fois, pas mal de films vont surtout nuancer le propos et au-delà du militantisme, il est surtout mis en avant des questions au cœur des syndicats et des Français qui ne sont parfois pas d'accord avec certains mouvements, avec certaines violences, mais aussi des situations délicates où des ouvriers et des entrepreneurs se confrontent. C'est le cœur du premier film de Florent Siri en 1998, Une minute de silence, qui met en scène deux ouvriers ne se rejoignant pas dans les choses mises en place pour la lutte sociale. En 2000, il y a Laurent Canter, réalisateur entre autres d'Entre les murs, qui réalise Espérance humaine, où un jeune stagiaire issu d'une école de commerce prend conscience des discussions au sein des entreprises et la manière dont ils doivent parfois licencier. Il offre un discours critique sur les 35 heures par exemple. Et puis en 2018 vient le mouvement des Gilets jaunes, un mouvement populaire qui relance le sujet de la condition sociale et des conditions de travail dans un monde toujours plus libéral. Et la même année, Stéphane Brisé sort le film En guerre, le deuxième d'une trilogie qu'on appelle Trilogie du travail avec La loi du marché qu'il avait sorti en 2015, celui-ci en 2018 et Un autre monde qui était sorti en 2021. Tous les trois tournant autour de la lutte de classe entre les ouvriers et les patrons d'entreprise. En guerre est mon préféré de la trilogie car il est particulièrement étouffant dans son montage et sa mise en scène pour relayer un combat qui semble vain. Et même si ça peut sembler parfois un peu poussif, l'aspect presque docu du film, appuyé par des plans en permanence serrés et en très longue focale, qui rendent du coup confus un peu l'espace, fait que le spectateur se sent presque tout le temps déjà à l'écart du débat en observateur, ce qui est un peu frustrant, et les discours de ras-le-bol des syndicats et des ouvriers finissent par réellement nous prendre à la gorge, et la tentative de désamorçage permanente des patrons et des propriétaires commence vraiment à nous gonfler. Brisé laisse pas mal de côté les scènes qui filment le privé du personnage principal pour se consacrer sur la lutte de tout ce groupe, et accentuer la répétition d'un passe, avec tout le temps cette sensation de ne jamais être entendu. Alors c'est parfois un peu martyr, mais le film reste poignant car mine de rien, ça reflète une réalité qui n'est pas si éloignée de la fiction. Directement lié aux Gilets jaunes, il y a aussi eu quelques films, comme le documentaire Un peuple sorti début 2022, qui suit le progrès du mouvement, des premiers ronds-points aux grosses répressions policières à Paris. Une manière de montrer aussi les coulisses des têtes de certains cortèges, souvent diabolisés et montrés comme stupides ou proches de l'extrême droite dans les médias, alors que c'est très souvent des gens totalement normaux qui en ont marre. Le député de la Somme, François Ruffin, a contribué aussi à cela en réalisant avec Gilles Perret le documentaire Je veux du soleil, où il va à la rencontre de plusieurs militants gilets jaunes dans tout le pays. Gilles Perret qui par ailleurs a sorti Reprise en main il y a de cela quelques mois, une petite comédie où des travailleurs se font passer pour des financiers dans l'espoir de racheter l'usine menacée d'être rachetée par un fonds d'investissement. Et en 2021 sort un film du nom de La Fracture, réalisé par Catherine Corsini, qui sous fond de manif gilets jaunes dresse un constat inquiétant sur les conditions hospitalières, ou encore en 2020 le documentaire Un pays qui se tient sage fait parler de lui en dénonçant les violences policières durant les différentes manifestations des gilets jaunes. Bref, des films sur la grève et les manifestations, en vrai, il y en a eu pas mal. Malheureusement, la plupart ne sont pas très mémorables, ou sont mal distribués, parfois assez mauvais, ou réalisés par des auteurs qui n'ont pas su vraiment se distinguer. Mais ils sont là, il y en a des très bons, et certains longs-métrages participent à retracer l'histoire du pays avec le cinéma, ne serait-ce qu'à l'instar du réalisme poétique qui est presque en permanence autour de ce sujet de la condition ouvrière. Avec ce qu'il se passe ce mois-ci, nul doute que d'autres films verront le jour pour parler de ces mouvements, qui deviendront sûrement historiques, que ce soit par la répression toujours plus violente du roi Macron, ses réquisitions abusives de grévistes, ou bien par toutes ces grèves reconductibles soutenues par la CGT. Je vous mets d'ailleurs en description, en plus des films dont j'ai parlé, plusieurs liens vers des caisses de grève si jamais vous voulez participer. Et pour finir, pourquoi ne pas juste vous mentionner la comédie Orange Sanguine qui dispose d'une scène où un ministre se fait enfler par un taré à coups de 49.3. Niveau comédie bien ardos, il sera difficile de faire pire en France pour l'instant, et je trouve le film plutôt pas mal dans le contexte. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Twitter, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Un grand courage et un grand soutien aux grévistes, aux caisses de grève, et on se retrouve pour la plupart dans la rue à manifester. Ciao!